Donc Bertrand, il est vice-président de Toulouse Métropole et il y a un gros travail effectivement sur la cohésion des territoires entre la métropole et la périphérie rurale dans cette métropole-là. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Bernard Delcros, sénateur du Cantal, également président de la communauté de communes de Murat, où il y a ce Fab Lab, enfin au début un espace de télétravail qui est devenu un espace de coworking et aujourd'hui un Fab Lab qui fait référence, je le disais, dans l'Europe entière, puisqu'on vient de le voir de partout. Cédric Szabo, délégué général de l'Association des maires ruraux de France, qui est donc avec nous pour porter la parole de Vanny Berberian qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et puis donc Jean-Charles Debelly, DGS de la communauté de communes Made et Moselle et vice-président de la DGCF délégué au développement rural. Parce qu'aujourd'hui, on va y revenir un peu pendant ces 3 jours, mais on a un gros problème d'ingénierie dans les territoires ruraux et les directeurs généraux voilà, ont une analyse aujourd'hui extrêmement fine de ces enjeux-là et des interactions donc entre les métropoles et les territoires ruraux, puisqu'on nous dit effectivement la métropole c'est la locomotive, c'est la richesse, et puis vous inquiétez pas, ça va ruisseler naturellement. Ok, mais le ruissellement c'est comme les antibiotiques, visiblement c'est pas automatique. Donc, 3 questions que je vous pose en vrac. D'abord Bernard Delcros, est-ce qu'on arrive selon vous à la fin de l'opposition urbain-rurale et à la fin du mirage de l'égalité ? Alors, je ne parle pas d'opposition urbaine-rurale, je pense que personne n'a jamais voulu créer d'opposition urbaine-rurale, mais il y a un certain nombre de barrières peut-être qui se sont dressées ou de fractures qui se sont créées. Et le numérique, effectivement, peut faire tomber un certain nombre de barrières, on peut en créer. Et ce que disait Julien de Normandie tout à l'heure, si vraiment il y a des territoires urbains qui bénéficient d'infrastructures et des territoires ruraux n'en bénéficient pas, on crée des fractures, donc des barrières qui se créent. Et je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre le rural et l'urbain. Que s'est-il passé en réalité, si on regarde ce qui s'est passé ces 6 ou 7 dernières décennies? Il y a eu des mouvements de population importants, tout le monde le sait, du rural vers l'urbain, qui s'expliquent très bien, qui accompagnent des mouvements d'emploi. On est ici dans un département rural très agricole, et il y a eu des pertes d'emplois considérables dans l'agriculture, des emplois créés dans le milieu industriel, et donc des mouvements de population qui se sont passés. Et je veux le dire, parce que ça reste quand même... je vais tenter de répondre à la question, mais le sujet de fond, la question à laquelle il faut vraiment qu'on réponde, c'est quel modèle de société peut-on construire pour demain? Est-ce que l'intérêt général, ça pose toute la question de la façon dont on traite la ruralité, est-ce que l'intérêt général, est-ce que la voie de la cohésion nationale, de la cohésion sociale, elle passe par accompagner ou laisser faire la concentration urbaine au profit de la diversification rurale? Je le dis parce que le Cantal continue, fait partie d'un dizaine de départements qui continuent à perdre des habitants, ou au contraire, l'intérêt général, la cohésion nationale, la cohésion sociale, pour demain, pour l'avenir, pour les générations qui viennent, passe par un rééquilibrage des populations entre l'urbain et le rural dans un pays dans lequel la population globalement augmente chaque année, vous le savez. Et donc, je pense que évidemment, la voie qu'il faut choisir, c'est celle du rééquilibrage. Après, la deuxième question, c'est est-ce que c'est possible? Ça, la vraie question. Est-ce qu'on est d'accord sur l'objectif et sur la vision? Et deuxièmement, est-ce que c'est possible? Oui, aujourd'hui, c'est possible. Et le numérique peut y contribuer, parce que le numérique abat un certain nombre de barrières, facilite les communications, et finalement, les oppositions, en tous les cas, elles sont ressenties comme telles, tomberont d'elles-mêmes. Le numérique le permet parce qu'il permet de créer de nouveaux services, de nouveaux usages, de nouveaux emplois, d'installer de nouveaux entrepreneurs, de mieux concilier, on le sait à travers le télétravail, une vie professionnelle et une vie personnelle, on y reviendra sans doute. Donc le numérique peut le permettre, à condition qu'on soit au rendez-vous du numérique par les infrastructures, mais aussi par les initiatives locales pour valoriser ces infrastructures, et les conditions sont aussi réunies parce qu'il y a des évolutions sociétales qui nous sont favorables et qui font que finalement aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles, les chiffres sont vraiment parlants, de plus en plus de familles pour lesquelles la qualité de vie, c'est quelque chose qui compte. Donc je pense qu'il faut inverser la tendance, que le numérique peut contribuer à le rendre possible, parce qu'on sait que la concentration urbaine elle est aussi source de désordres sociaux, écologiques, etc. Donc pour moi, c'est ça la question de fond, et c'est vraiment la voie qu'il faut prendre. Et si on partage cette vision, évidemment, il faut une volonté politique nationale, parce que
Julien de Normandie le disait très bien, les infrastructures, les opérateurs a priori, ils vont plutôt dans les zones où les secteurs sont rentables. Donc, il faut une volonté nationale pour installer des infrastructures sans retard sur le milieu urbain. Il faut une volonté régionale parce qu'il faut aussi de la solidarité infra-régionale. Et puis il faut aussi, bien entendu, une volonté locale parce que le passage de la fibre, il n'a jamais fait le développement local, le développement rural de par lui-même si on ne s'organise pas, si on ne prend pas l'initiative pour créer les services, pour créer les usages, pour développer les emplois, pour accueillir les entrepreneurs que permettent ces installations numériques. Donc, la question de l'opposition urbaine-rurale, pour moi, elle ne se pose pas tellement. Elle est plutôt quelle vision on a, vers quel objectif on veut aller et quelle volonté politique on met ensemble en place pour pouvoir y parvenir. Et vous, aujourd'hui à Murat, à quelle métropole rendez-vous service avec les télétravailleurs qui sont à Murat? Ils travaillent avec Paris, ils travaillent avec Clermont, ils travaillent avec Lyon? Oui, en fait, le numérique permet de faciliter les relations entre l'urbain et le rural parce qu'il fait tomber les barrières. D'une certaine façon, le numérique efface les distances, comme les distances, met tous les territoires sur un pied d'égalité. Et donc, dans le petit exemple très local, pour ceux qui ne connaissent pas, Murat, c'est un petit bourg de 2000 habitants, dans un bassin de vie d'environ 6000 habitants. On a voulu très vite s'inscrire essayer de saisir cette opportunité et être au rendez-vous de ces évolutions. On a créé il y a 20 ans, au moment où Cybercantal a été lancé, alors même que la communauté de communes n'existait pas, une association qui s'appelait Téléinitiative en Pays de Murat. On a créé le premier télécentre, un espace de coworking, on a mis en place le comité de travail. Aujourd'hui, là, vous l'avez dit, on anime une communauté d'entrepreneurs de l'économie collaborative. Et donc, tout ça, ce sont des liens qui se créent entre les startups, les entrepreneurs qu'on a accompagnés dans leur installation, qui sont sur le secteur du Murat, et puis d'autres entrepreneurs ou d'autres salariés télétravailleurs ou d'autres entreprises qui se trouvent à Aurillac, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Paris, etc. Donc ça favorise la création et donc à condition qu'on les anime de réseaux d'entrepreneurs entre le rural et l'urbain. C'est donc extrêmement évidemment important. Je le redis, les infrastructures numériques sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Il faut évidemment que localement, on s'empare de l'ensemble de ces possibilités offertes par l'arrivée du numérique et que les technologies continueront à évoluer parce que chaque jour, les progrès technologiques existent. Et donc la ruralité peut être au rendez-vous de ces progrès-là. Merci Bernard Delcros. Bertrand Serpe, Toulouse, on a l'impression qu'on entend souvent parler justement pour cette capacité à dire on fait du circuit court, enfin grosso modo la métropole se nourrit avec la ruralité qui est autour, c'est l'exemple qui vient assez naturellement. Alors vous nous direz s'il est fondé ou si c'est juste un effet de com'. Et puis s'il y a d'autres justement interactions positives et profitables avec les périphéries de Toulouse. Parce que je rappelle Toulouse, je ne sais pas combien vous avez mangé à une époque, vous mangiez une Lozère par an. 80 000 habitants arrivaient à Toulouse dans l'année. Donc j'imagine que ça s'est un petit peu calmé, mais quand même, il a fallu croître vite et trouver des solutions pour respirer. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Alors on n'est pas à 80 000 habitants par an, mais on est à 19 000 effectivement sur la métropole toulousaine qui est extrêmement attractive en France. C'est une des métropoles qui fonctionne le mieux en termes d'attractivité sur le territoire. Alors évidemment à Toulouse, on est un petit peu, j'allais dire, c'est dommage qu'ils sont partis, mais des premiers de cordée. Donc finalement, parce qu'on attend de se plaindre, question fibre, au débit, on n'est pas trop mal pourvu, on n'est pas trop mal lotis, à la fois sur Toulouse, bien sûr, mais sur la métropole, qui est une métropole de 37 communes, qui représente un peu moins d'1 million d'habitants, et qui a 1,2 milliard de budget aujourd'hui. Alors Toulouse, on a tout de suite, c'est la volonté de notre président, Jean-Louis Coudin, qui est aussi président de France Urbaine, pris le parti pris de travailler pour la cohésion des territoires et l'ensemble des territoires de la région Occitanie, et bien en deçà finalement, puisque je me souviens, dès que nous avons été élus en 2014, dès 2015, on a signé déjà un accord de coopération, un pacte avec la métropole montpelliéraine à l'époque, ce qui a permis, notamment dans des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, qui sont l'innovation et le numérique, de pouvoir travailler ensemble. Et je vois Antoine Darod qui est peut-être encore ici, là dans la salle, sur la French Tech notamment, on a tout de suite compris l'importance de travailler et de ne pas opposer les territoires, à la fois les territoires ruraux et les territoires urbains. Ce qui a permis effectivement de me retrouver, moi personnellement, dans les fonctions que j'occupe au numérique, à l'économie numérique,
d'avoir la chance de pouvoir rencontrer les élus de la ruralité, de Carcassonne, de finalement d'autres villes de la région Occitanie, tout de suite avec une envie de se dire que les métropoles sont présentes, elles sont fortes, elles sont puissantes, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et elles ont les universités, la recherche, à Toulouse, on a Airbus, la capitale européenne de l'aéronautique et du spatial. On est aussi, on est en train d'être là candidat pour être capitale européenne de l'innovation, puisqu'on est la seule ville française à avoir été retenue cette année. Donc effectivement une forte attractivité de métropole, mais de l'idée de ne pas laisser sur le passage en fait la ruralité, parce que ce que nous on peut apprendre, ce que l'on peut donner à la ruralité peut aussi nous apporter des enseignements qui sont très forts. Et tout de suite on a travaillé avec les communes, notamment dans le cadre de French Tech, qui ne faisaient pas partie de la labellisation à l'époque, puisqu'on a été labellisé dès les premières vagues, de travailler sur le développement de nos startups, sur les complémentarités, à la fois avec les associations dans le domaine du numérique, mais aussi avec les industries qui étaient concernées par ces développements. Du coup, ça porte quand même une certaine force à notre action, et ces pactes qui sont donc finalement une façon de répondre. On n'a pas pris celui-là, on en a signé d'autres, avec le département, avec la région, j'aurai peut-être l'occasion de développer plus tard. Ça nous permet effectivement de travailler tout en intelligence, en tout cas c'est notre volonté politique, notre stratégie politique, dans le cadre d'une complémentarité, mais qui est à la fois humaine et technique. Et ce que disait à juste titre Julien de Normandie, l'humain c'est le plus important. C'est le plus important parce que si on réfléchit bien, si l'on veut, notamment dans le cadre précis de notre smart territoire Toulouse Métropole, que l'on a développé dans la co-construction, à la fois avec les entreprises, à la fois avec les startups et les citoyens, avec la particularité de vouloir impliquer les citoyens métropolitains, pas que les Toulousains, sur finalement les usages, les besoins de la ville de demain, de la métropole de demain, de la cohésion du territoire demain. Ça nous a permis finalement, avec un budget d'investissement de 500 millions d'euros, d'avoir des résultats très précis, très pragmatiques sur notre politique et notre stratégie 2015-2020, donc sur 15 projets et des projets que l'on travaille bien sûr à la fois avec l'urbain et à la fois avec la ruralité. Est-ce qu'on se rapproche de la philosophie des contrats de réciprocité? Est-ce que vous avez testé tout cet outil-là, ou est-ce que finalement c'est pas forcément la voie réglementaire ou de la loi qui peut permettre de régler ça? Est-ce que ça donne un cadre, ou est-ce que vous en avez servi finalement? Alors je pense qu'on s'en est beaucoup inspiré, on s'en est beaucoup servi. Ça donne effectivement un cadre, et puis ça permet aussi de pouvoir travailler, comme je disais tout à l'heure, avec une certaine intelligence. C'est comme au niveau des métropoles françaises, lorsqu'on joue collectif, lorsqu'on joue territoire, lorsqu'on joue la France, lorsqu'on parle de numérique, de start-up, on va à l'étranger, dans le monde entier, on ne va pas parler de Toulouse, de Carcassonne, non, on parle finalement de notre savoir-faire, de nos complémentarités, de ce qu'on peut nous apporter, en tout cas comment nous on peut aider nos citoyens sur nos territoires, parce qu'on croit beaucoup à cette cohésion des territoires, on croit beaucoup aussi à l'idée que cela vient des territoires, que toutes les politiques finalement dans le domaine du numérique que nous sommes en train de porter, certes il y a l'État qui est jacobin, centralisateur, mais il y a aussi les territoires que l'on doit dire, et c'est surtout les territoires qui font. Et ça, c'est important de le dire, et on en parlait encore, excusez-moi de citer Antoine Daron, sur la French Tech, les territoires, c'est important de pouvoir dire qu'ils sont là aussi, et qu'ils sont le support finalement des politiques qui ont été décidées au niveau national. Merci beaucoup, merci Bertrand Serbe. Jean-Charles Debelly, vous avez votre propre micro, c'est bombance de micro cette année. Donc, au sein de la DGCF, vous avez travaillé spécifiquement cette question des relations entre territoires urbains et ruraux pour essayer de creuser de manière opérationnelle, comme le doit aujourd'hui un directeur général, voir comment on contractualise, comment on construit, comment on budgète, comment finalement on exécute cette cohésion des territoires dont on parle. Moi, je serais plus mesuré que Monsieur le Sénateur sur l'opposition rural-urbain. Moi, je pense qu'elle existe quand même encore dans certaines têtes. Notamment de certains collègues techno et de certains élus. Et je relisais la fable de Laura Deville et Laura Deschamps de La Fontaine. Et la conclusion, c'est fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Et c'est vrai que moi j'ai une partie de mes élus, au territoire rural, 49 communes, 20 000 habitants, qui quelque part, moi, je trouve, se complaît dans la crainte
de la métropole, du monde urbain, un peu dans ce manichéisme complètement dépassé, hein. J'en suis en tout cas intimement persuadé, et qu'on essaye au sein de la DGCF aussi à faire de la pédagogie pour dire il faut qu'on travaille bien sûr sur les complémentarités, c'est le titre de la table ronde. On va reprendre les théories économiques des avantages comparatifs de Ricardo s'il faut réenseigner ça à un certain nombre de collègues. Mais voilà, il existe quand même encore une opposition. Mais on peut aussi la sentir dans l'ingénierie. Il y a un manque d'attractivité de nos collectivités rurales par rapport au monde urbain et à la métropole. Aujourd'hui, tous les agents qui sortent de l'université n'ont qu'une envie, c'est de travailler au plus près des centres-villes où il y a des services sportifs, culturels, une vie sociale accomplie. Et il est très difficile pour nous d'attirer l'ingénierie qui va nous permettre de ne pas jouer jeu égal, mais de pouvoir monter des projets, de pouvoir travailler sur l'innovation, de pouvoir mobiliser nos ressources. Et ça, c'est compliqué. En plus, dans le monde rural, on glorifie le bon sens rural. C'est toujours. Moi, je ne suis pas toujours persuadé. Surtout qu'en ce moment, le discours national qui est de dire il y a trop de dépenses publiques, il y a trop de fonctionnaires. Moi, quand je dis à mes élus, si on veut attirer des chargés de mission de qualité, il faut mettre les salaires peut-être même encore un peu plus haut. Parce qu'il faut comme on n'est pas très attractif, il faut qu'on soit attractif par le salaire. Alors là, vous avez des cris d'orfraie en disant non, il ne faut pas dépenser, il ne faut pas augmenter les impôts, bon, enfin bref. Donc voilà, moi je trouve l'enjeu sur lequel on travaille notamment la DGCF, c'est vraiment l'ingénierie. Et on pense, et on travaille dessus, que l'intercommunalité, naturellement, peut être une réponse pour mutualiser les forces, et notamment des plus petites communes, pour pouvoir recruter des personnes qui sont au niveau et faire venir les meilleurs territoires ruraux, parce qu'il y a des choses exceptionnelles qu'on peut faire. Et je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc c'est vrai que je suis déçu que les ministres soient partis, mais on attend quand même beaucoup de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, d'avoir la manière dont il va nous aider sur cette fameuse ingénierie, et aussi notamment sur la banque des territoires qui a été mise en place à la Caisse des dépôts, pour savoir comment aussi elle va nous aider pour investir dans l'ingénierie. Et vous savez que l'ingénierie, lorsque ça apparaît dans le budget, c'est dans l'article charge de personnel. Dans charge de personnel, vous avez charge. Donc déjà, c'est un message extrêmement négatif. Et je pense qu'il faudrait peut-être revoir aussi la nomenclature comptable pour positiver l'investissement qu'on fait dans la matière grise. Merci. Nouvelle ligne comptable, effectivement, pour les collectivités, investissement en matière grise. Vous investissez à Toulouse quoi comme matière grise pour construire ces relations avec vos périphéries? La matière grise à Toulouse, bon. La question, normalement, en fait, la question, effectivement, va se poser parce que là, très concrètement, on est en train de travailler sur une plateforme de données multi-usage, donc au niveau de la métropole. On a fait un choix d'internaliser ce dossier, de recruter des data scientists, des personnes qualifiées dans le domaine de la data. Alors, j'ai moi-même été président de Data France pendant quelques années, donc je connais bien le dossier, sauf qu'aujourd'hui, vous avez parfaitement raison. Pour être attractif, même dans une collectivité, une métropole comme Toulouse, si on ne paye pas les gens, c'est très difficile, parce que les salaires des fonctionnaires, ça peut être un débat, on peut en débattre aujourd'hui, ils ne sont pas forcément très élevés. Je crois que le gouvernement réfléchit peut-être sur des améliorations, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, attirer dans les collectivités, alors comme Toulouse, c'est peut-être plus facile, effectivement, parce qu'à côté, il y a, on va dire, un certain nombre d'attraits qui peuvent permettre à des jeunes, notamment, de vouloir venir s'installer. Je pense aussi à la main-d'œuvre peut-être étrangère aussi, qui a envie de venir à Toulouse ou dans des grandes métropoles. C'est peut-être plus facile, mais c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, la qualité on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, la qualité finalement de notre recherche, de notre capacité à pouvoir développer des solutions et des usages, aujourd'hui, je suis désolé, je suis ravi de voir qu'il y a Quant qui ici, je connais bien le fondateur de Quant qui est un Toulousain, c'est un moteur de recherche exceptionnel, mais aujourd'hui Google est en train de truster, il a trusté le monde de la recherche, des moteurs de recherche aujourd'hui, et nous, si on ne raisonne plus aujourd'hui au niveau des territoires, nous sommes des Français, des Européens, au niveau de l'Europe, si on n'arrive pas à avoir cette fameuse indépendance numérique, notamment si on n'arrive pas à prendre le leadership sur l'intelligence artificielle et un certain nombre de niches, on aura du mal à faire vivre nos territoires, et nos territoires ruraux en complémentarité avec nos territoires métropolitains.
Cédric Zabot, côté MRF, parce que quand on pense à MRF, on pense d'abord commune rurale. Évidemment, quand on pense commune rurale, on pense à un maire qui a une petite commune, qui a un secrétaire de mairie, une secrétaire de mairie, qui n'a pas une ingénierie monstrueuse. Cette question de la complémentarité, comment on la regarde à la MRF? On la regarde, je ne sais pas si c'est de loin ou de haut, mais de partout en France. Je veux, puisque tu m'as invité à évoquer ce que Vanik aurait pu dire aujourd'hui, c'est pour témoigner de ce qu'on est en train de faire, qui est un ovni, dans la manière de faire et de changer un peu la trajectoire politique habituelle, de travailler avec la métropole du Grand Paris, avec la ville de Paris et avec les 3 associations départementales de notre réseau en Île-de-France, dans les Essonnes, la Seine-et-Marne et les Yvelines, sur un modèle inédit. Pourquoi ? Parce que, au-delà des débats, c'est ma première intervention à la rentrée, donc je ne vais pas commencer à être désagréable, mais on a une opportunité formidable et une exigence formidable de faire de la politique autrement par rapport aux enjeux qui nous sont posés. La problématique de l'absence ou de l'insuffisance d'emploi en milieu rural, la problématique de la pollution urbaine, la problématique de la congestion urbaine. Ces sujets-là, on se parle et on se dit, on a sans doute des trucs à faire ensemble parce que tout seul dans notre coin, on n'y arrive pas. Et donc c'est ça qu'on a ouvert comme chantier. On a signé une déclaration, le président de la MRF, le représentant de la métropole du Grand Paris et la maire de Paris en octobre dernier, une déclaration commune et qui va nous amener à l'automne à travailler sur un contrat, un outil de travail sur 4 sujets que je vais essayer de balayer très rapidement pour vous montrer la portée qui dépasse la question des relations habituelles entre les relations entre les collectivités locales. Les enjeux, transition énergétique, transition écologique. Si on continue à gérer, non pas la petite semaine, mais entre soi la question énergétique, soit de la campagne, soit de la ville, on est mort. Donc il faut le faire ensemble. Sur la question de l'alimentation, on parle des richesses de la campagne, des richesses de la ville. Moi, j'habite Lyon. Je sais que le pain que je mange à Lyon n'est pas fabriqué à Lyon, mais tous les produits pour le fabriquer viennent de la campagne. Et on l'oublie un petit peu trop souvent. Ce n'est pas la question de l'agriculture qui nous fera démentir ce sujet-là. Le 3e sujet, c'est un sujet sur la mobilité. La question que tu poses dans ce débat sur la relation urbain-rural, les habitants, qu'ils habitent à la ville ou à la campagne, ça fait bien longtemps qu'ils se posent cette question-là. Et comme souvent, ce n'est pas un reproche qu'on doit faire aux collectivités, mais les collectivités et l'acteur public arrivent après pour organiser, gérer et réguler tout ça. Et l'enjeu, la formidable sur la relation urbain-rural, elle est sur l'enjeu du télétravail et du développement du coworking. Le ministre délégué a commandé un rapport à Patrick Lévy-Vetz, on y a contribué fortement, parce qu'on y croit, parce qu'on sait aujourd'hui que, là aussi peut-être pour apporter des éléments de débat qui peuvent des fois un peu dépoussiérer la pensée sur la représentation qu'on a du monde rural ou du monde urbain, parce que le sous-titre de ruralité, c'est un autre regard sur les campagnes. On aime à rappeler des choses que l'INSEE nous rappelle fortement, c'est qu'en moyenne, le monde rural augmente en pourcentage la population plus vite que les villes, premièrement. Et si on va voir sur le côté des actifs, c'est encore plus vrai. Donc c'est une opportunité formidable pour tout le monde. Et on le voit, parce qu'on est à une table ronde sur le numérique et ces relations-là, l'importance, l'urgence que le New Deal, la fibre, tout ça arrive beaucoup plus vite, parce que l'opposition, elle est là. Là, on peut dire l'opposition entre l'urbain et le rural. On n'est pas là pour savoir quelles sont les causes, on les connaît tous, une hiérarchisation. L'opposition ville-campagne, elle est aussi dans la loi. Hein, je suis désolé de le rappeler comme ça, mais c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Et donc, à partir de là, on est parti de cette hypothèse-là. Il fallait qu'on organise des choses différemment. Donc là, on ouvre ce champ de travail. Le 3e sujet, donc je disais, sur coworking, télétravail. Et là, aujourd'hui, par exemple, dans les Yvelines, dans les Essonnes, le Seine-et-Marne, tous les maires qui ont envie de travailler là-dessus nous disent aujourd'hui, notre problème, c'est la question du débit. C'est aussi bête que ça. Et même vu du Cantal ou des Hautes-Alpes, on a notre congrès dans un mois, on peut se dire, les Yvelines, la Seine-et-Marne, tout ça, c'est Paris. Mais non, en fait, on ne sait pas. 80% des communes d'Île-de-France sont des communes rurales. On est rurales. encore très loin de ça. Donc, c'est pour ça que on insiste sur le caractère inhabituel de cette politique. L'État viendra nous accompagner ou pas, à la limite, peu importe. Nous, on innove, on fait des choses différentes là-dessus.
d'autres ont commencé à faire. Tu as évoqué les contrats de réciprocité. Le quatrième sujet rejoint la question de l'ingénierie. On n'attend pas d'ailleurs la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Il y a eu un rapport rendu par le préfet Morvan, que j'ai aperçu tout à l'heure. Il y est dit à ce stade que les communes n'auraient pas le droit de bénéficier des services de l'agence. On va les inciter à corriger cette erreur dans le rapport. Mais tout simplement pour dire quoi? Parce que dans l'exemple qu'on fait là sur Paris Métropole et les communes rurales d'Île-de-France, c'est de dire vous avez l'ingénierie, et monsieur a raison de dire la concentration d'ingénierie, et nous, on a aussi un certain nombre de questions qui pourraient être réglées par les compétences d'ingénierie dont bénéficie la ville. Et donc, ça ne sert à rien de se mentir, de dire on va les attirer, nous, de manière durable. À la fois, on n'en a pas les moyens financiers, et on n'a pas besoin dans le temps à long terme, et l'attractivité n'est pas toujours la plus simple à organiser. Donc, sur du temporaire, sur quelque chose de ponctuel et précis, on peut imaginer avoir recours aussi à des échanges, des collaborations en termes d'ingénierie pour aider chaque territoire à se développer. Merci Cédric Saveau. On va suivre de près effectivement ces innovations, ces ovnis sur lesquels vous travaillez. On atteint le terme de cette table ronde. Un mot, monsieur le sénateur? Oui, je veux juste dire un petit mot, s'il vous plaît, pour rebondir. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je pense que ça n'est pas, et vous l'avez finalement évoqué, c'est pas une question d'opposition entre rural et urbain, c'est-à-dire que c'est pas des vases communicants, c'est pas parce que l'un va se développer qu'on va pénaliser l'autre, c'est un problème de décalage. Et si on est d'accord sur l'objectif qu'il faut rééquilibrer les choses, ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de mettre fin au décalage, et je vais prendre des exemples, qu'il y a entre les possibilités qui sont offertes dans l'urbain et celles qui sont offertes dans le rural. Ça vaut pour les infrastructures numériques. Si l'accès à Internet, puis au débit, puis au très haut débit, et sans doute demain à la nouvelle technologie ou à la téléphonie mobile, si ça arrive dans le rural avec 5-10 ans de retard, parce qu'on le fera quand ça sera bien couvert ailleurs et parce que il faut à un moment essayer d'assister un peu le rural, tant qu'on sera dans cet état d'esprit, eh bien, on n'arrivera pas à permettre l'autodéveloppement du rural. L'ingénierie, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'à un moment, si on ne donne pas aux territoires ruraux, aux collectivités rurales, les moyens financiers par des systèmes qui sont faciles à mettre en place, de se doter de l'ingénierie et de financer et de pouvoir rémunérer des compétences à hauteur de ce qu'elles doivent être rémunérées, se doter de l'ingénierie pour porter ce développement rural, eh bien, on n'y arrivera pas. Si à un moment, on ne donne pas, et mon collègue Vauquin qui est là va en parler demain, si on ne donne pas au rural les moyens de pouvoir organiser les outils pour organiser le développement des centres-bourgs, ce n'est pas une question de nombre d'habitants. On a des petits centres-bourgs qui ont 1000, 2000 habitants, 3000 habitants dans le Cantal, mais qui ont une vraie vocation de centre-bourg et qui doivent pouvoir se reconstruire, se redynamiser, se revitaliser. Donc si on ne crée pas les conditions pour mettre fin au décalage qui est naturel en fait, qui se fait naturellement entre l'urbain et le rural sur tous ces sujets, eh bien on se dit que le rural il n'arrivera jamais à pouvoir porter son autodéveloppement et jamais à pouvoir construire son avenir. C'est ça le sujet, c'est pour ça que j'ai commencé en disant il faut bien qu'on soit d'accord sur l'objectif. Message reçu. Bertrand Serre, votre dernier mot sur le smart territoire et comment le construire? Alors, je crois qu'en dehors de toutes les contingences logistiques dont on connaît tous ici finalement les forces et les faiblesses, et on est tous d'accord sur ce qu'on vient de dire, je crois que, comme je disais tout à l'heure, l'humain et la volonté des territoires de vouloir prendre leur destin en main avec, certes, une stratégie portée à la fois au niveau de l'État, mais déployée sur les territoires et portée vraiment d'une façon, on va dire, politique forte dans les territoires, est importante. Et il est très important, dans quelques démarches que l'on puisse avoir, c'est ce qu'on a fait à Toulouse, ce qu'on fait depuis maintenant 4 ans, de vouloir associer les citoyens, les métropolitains, c'était un peu la question que vous aviez posée au début, comment à Toulouse on arrive à avoir cette économie collaborative finalement, à la fois avec les industries qui sont fortes, à la fois avec la recherche, l'université, et à la fois avec les start-up, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, ce sont donc les pépites de demain, et les citoyens. Donc il faut inclure, et notamment on parle de l'inclusion numérique beaucoup aujourd'hui, mais inclure dès le début les citoyens à la fois à travers la formation, mais aussi à travers les manifestations comme vous faites aujourd'hui à des plus larges publics, pour pouvoir essayer d'expliquer que finalement, certes c'est une question d'argent,
certes, c'est une question de financement, certes, c'est une question politique, mais je crois qu'au niveau du numérique, tout le monde, de gauche et de droite, est d'accord sur les enjeux que peuvent porter effectivement ces sujets. Et après, c'est une question finalement de citoyens, de volonté, de pouvoir travailler ensemble pour essayer de devenir les meilleurs et les leaders de demain. Merci. Brièvement, Jean-Charles. Un tout petit peu à rebours, c'est ce que je me disais dans ma petite phrase. Moi, je pense qu'on a besoin plus que jamais que l'État joue son rôle péréquateur. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. Moi, je pense que la région, le département, avec la fin de la Cour générale de compétences, sont en train de devenir quasiment des établissements publics qui ont des compétences spécialisées. Et on a besoin d'un État qui joue cette péréquation avec les territoires plus fragiles, pas forcément ruraux. Il y a des territoires urbains qui sont extrêmement fragiles, parfois beaucoup plus fragiles que certains territoires ruraux. Donc moi, au contraire, je pense que l'État peut nous aider par son rôle péréquateur à jouer, à discuter aussi avec les métropoles, pas à jeu égal, je suis utopiste, mais peut nous aider justement dans cette ingénierie. Mais c'est aussi au territoire à se prendre en main et ne pas toujours tout attendre de l'État, du département, de la région en disant « moi je n'augmente pas mes impôts, c'est aux autres de les augmenter, de me filer 80% de subventions ». Je pense qu'il faut aussi que les communes rurales, notamment, j'en ai 49, s'autonomisent. C'est pour ça que la DGCF travaille notamment avec le gouvernement sur un projet de l'administration locale unique qui permettrait de mutualiser l'ensemble de l'ingénierie territoriale au niveau de chaque intercommunalité, en lieu et place notamment des communes, pour essayer de monter des projets innovants et de faire ce qu'on appelle du développement local et de prendre notre destin en main. Voilà. Merci. Cédric, un dernier mot. Simplement, puisque on est sur ces enjeux, notamment tout à l'heure on a été évoqué aussi la question de la dématérialisation et des différents processus en cours. Insister et expliquer aussi pourquoi on est là depuis longtemps aux côtés de Ruraletic depuis le début. C'est aussi parce qu'on est convaincu, et a fortiori dans cette période où la dématérialisation s'accentue, notamment du côté de l'État, qu'il ne peut pas y avoir de dématérialisation réussie sans humanisation et sans lien humain. Et qui mieux que la commune ne le fait déjà. Je salue la présence des maires de plusieurs départements, là, de Cantal, évidemment, avec le président Soulier, du Cher, de l'Eure, de l'Eure-et-Loire, du Loiret, de Saône-et-Loire et de l'Aube, et sans doute que j'en oublie, mais vous les rencontrerez. On travaille sur un outil, qui n'est pas le seul évidemment, qui s'appelle Campagnol, forcément, qui aide à la fois l'habitant et la commune dans cette relation entre le citoyen et les services publics. Et c'est cette opportunité-là, parce qu'aujourd'hui, toutes les secrétaires de mairie du village font de la médiation numérique sans que personne ne le sache et sans que personne ne le reconnaisse suffisamment. C'est une demande aussi qu'on a fait auprès du gouvernement d'avoir une certification professionnelle de ces personnes-là, parce qu'elles font un travail considérable pour écumer les conséquences de décisions qui sont prises ailleurs. Je ne juge pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais la manière dont elles sont prises crée ce décalage qui a été évoqué tout à l'heure par le secrétaire d'État. Donc on sera là, et notamment Céline Vincent de la MRF qui sera là. Vous pourrez rencontrer, discuter de cet outil-là auquel nous tenons pour incarner l'attachement des communes rurales à maîtriser leur destinée et notamment sur leur existence numérique et l'aide à l'accès aux services publics. Merci. Merci à nos intervenants, je vous invite à applaudir.